Bonsoir, je suis Amélie, je viens vous parler du concept des vaccins qui ont été élaborés contre la ou le Covid pour les intimes. Donc j'ai choisi ce design canvas, ça m'a fait rire parce que j'avais l'impression d'être complètement stupide. Bref, désolée par avance, parfois je suis pas claire parce que je fais de l'immunologie et de la microbiologie, donc peut-être que je vais être un peu trop scientifique et n'hésitez pas à me demander si je suis pas assez claire. Donc, tout d'abord, quel est le but d'un vaccin? Pour ceux qui savent pas nécessairement la différence avec un traitement, etc. Le but du vaccin, c'est d'exposer la personne à des morceaux du virus afin que ça crée une réponse immunitaire chez lui qui soit assez forte pour que s'il est exposé au vrai virus plus tard, eh bien, il ait une réponse immunitaire et que donc il déclenche pas de forme symptomatique ou grave de la maladie. Mais lors de la vaccination, en théorie, la dose d'exposition au virus n'est pas assez importante pour causer une maladie. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de jouer avec l'exposition à ces petits morceaux de virus pour déclencher une réponse immunitaire sans pour autant rendre la personne malade et qu'après, lors d'une seconde exposition, la personne soit protégée sans forme grave de maladie. J'ai dit 2 fois la même chose, 2 fois différemment. Donc pour vous expliquer un peu, les vaccins jusqu'à présent, ils ont été basés sur 4 différentes méthodes. Donc on va parler que des virus parce que là on est dans le Covid, mais voilà, ça marche à peu près pareil pour les bactéries, etc. Donc en fait, soit on prend un virus qui est atténué, donc c'est juste quasiment le virus, mais on a changé quelques petits trucs qui font qu'il va pas créer de maladies graves chez le patient, mais on va exposer le patient à ce virus atténué. Soit on va prendre un virus qui est carrément éteint et mort et qui est incapable d'infecter. Et soit, dans le cas de certaines bactéries, on va utiliser les toxines parce que c'est que certaines molécules créées par la bactérie qui vont rendre la personne malade. Et donc, du coup, on va exposer la personne à ces molécules que fabrique la bactérie. Et après, dans certains cas, on va exposer le patient à des protéines du virus. Donc, c'est le cas pour les virus Covid, en gros, c'est qu'on a utilisé la bactérie Spike, qui est à l'extérieur du virus et qui est utilisée par le virus pour rentrer dans les cellules humaines. Et on va exposer le système immunitaire à ces petits virus Spike pour déclencher une réponse immunitaire sans maladie. Donc une des questions principales sur le développement des virus, donc c'est ça, donc les vaccins Covid, ils se basent vraiment sur ce modèle d'exposition à la protéine Spike. Et donc, comment est-ce qu'on fait un virus de manière beaucoup plus courte, parce qu'un vaccin, de manière beaucoup plus courte, ça a été une grande question sur la fiabilité des vaccins dans le cas du Covid. En fait, il y a plusieurs étapes. Donc déjà, ils ont joué sur le fait de commencer la manufacture bien en avant d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Donc en fait, c'est ça qui a beaucoup joué. Et il y a également des méthodes statistiques toujours plus performantes qui ont permis, au lieu d'avoir plusieurs étapes, phase 2, phase 3, phase 3A, B, etc., on a pu rassembler et avancer beaucoup plus rapidement sur les essais cliniques dans l'humain. Donc ça, c'est les phases sur lesquelles ils ont gagné du temps, mais ils ont également gagné énormément de temps dans le développement du vaccin parce qu'ils se sont basés sur la technologie ARN et ADN. Donc qui est aussi quelque chose qui a posé beaucoup de questions parce que les gens se sont beaucoup demandé s'il y avait un risque à être exposé à plutôt de l'information génétique, alors que jusque maintenant, on était sur tout ce qui était plutôt des protéines. Et alors que l'information génétique, ça fait tout de suite peur parce qu'on se demande si ça peut rester, si ça peut modifier notre ADN, etc. Il y a eu 2 sortes de vaccins qui ont été développés pour le Covid, les vaccins ARN et les vaccins ADN. Donc les vaccins ARN, c'est les vaccins Pfizer et Moderna, donc Pfizer qui va clairement être dans le futur le seul vaccin qu'on pourra utiliser, mais bon, c'est pas grave. Et donc, les vaccins ARN, c'est assez génial. En gros, l'ARN, je sais pas si vous savez à quoi ça sert. Donc, dans une cellule, on a le noyau et le cytosol, ou le cytoplasme de la cellule. Donc ça, c'est une cellule humaine. Et dans notre noyau, on a notre ADN. Notre ADN, il est transcrit, donc copié en ce qu'on appelle de l'ARN, qui est une molécule beaucoup moins stable, qui a une demi-vie en général de quelques heures à quelques jours, donc qui est détruite au bout en gros une demi-journée. Cet ARN va être déplacé dans le cytosol de la cellule, et dans le cytosol, il va être ce qu'on appelle traduit. Donc de ARN, on va obtenir une protéine. Donc une protéine, cette fois-ci, on est vraiment sur un truc moléculaire avec une fonction dans le corps humain, etc. Alors que l'ARN, c'est vraiment qu'une information de l'ADN à la protéine. Donc, et une fois qu'on a la protéine, elle est fonctionnelle. Et dans le cas des vaccins ARN, jusqu'à présent, là, ils ont mis des molécules d'ARN, enfin, ils ont mis des brins d'ARN dans des cellules, comment on appelle ça ? En gros, des espèces de gouttes qui s'introduisent dans la cellule, qui restent dans le cytosol. Et en fait, l'ARN
qui est contenu dans le vaccin est directement traduit par la machine naturelle de l'humain. Donc en gros, le vaccin contient des ARN qui permettent de traduire la protéine spike. Et donc en fait, l'ARN du vaccin va être traduit plein de fois et on va exprimer la protéine spike. Et donc on va l'exprimer. Elle est complètement innocente, mais par contre, elle va être reconnue par le système immunitaire et qui va déclencher une réaction immunitaire contre cette protéine spike, dans l'espoir que ça génère, quand on rencontrera le virus qui est couvert de ces protéines spike, une réponse immunitaire. Et en fait, c'est en ça qu'ils ont gagné énormément de temps par rapport au développement, parce que jusque maintenant, tous les vaccins, il fallait générer soi-même, et c'est énormément de travail, fallait générer en laboratoire toute cette quantité de protéines. Et là, ce qui est assez brillant avec la technologie ARN, c'est qu'en fait, c'est l'humain, c'est la machine humaine de nos cellules qui va fabriquer cette quantité importante de protéines. De la même façon, les vaccins ADN, donc cette fois-ci c'est Johnson & Johnson et AstraZeneca qui se sont basés là-dessus. Eux, ils utilisent un virus, un adénovirus, qui est un virus innocent qu'on a dans notre système assez naturellement, et qui en fait transporte à l'intérieur des brins d'ADN. Donc cette fois-ci, il va falloir que le virus, l'adénovirus, qu'on appelle un vecteur, rentre dans nos cellules. Il va ensuite relâcher son ADN qui va être importé dans le noyau. Donc cette fois-ci, l'ADN va arriver dans le noyau, va être traduit en ARN et en protéines, et va de nouveau créer des protéines spike. Donc dans le cas des adénovirus, on a effectivement une entrée de l'information génétique dans le noyau, mais jamais cet ADN qui est contenu dans le vaccin ne peut pas s'intégrer à notre ADN. Pour ça, il faut des signaux spécifiques, il faut des enzymes, donc des protéines très très particulières qui ne sont pas contenues dans les vaccins. Voilà. Et donc pareil, dans les vaccins ADN, on fait une grande quantité d'ARN et en fait une grande quantité de protéines spike. Et en fait, à un moment, les molécules sont en gros construites pour s'autodétruire et on arrête de créer de la protéine spike parce que elles sont designées comme ça et que de toute façon, aucune protéine n'est éternelle, à part notre ADN. Et même notre ADN, c'est pas le cas. Bref, du coup, voilà. Donc c'était ça la question que beaucoup de gens se sont posées, c'est est-ce que les vaccins ARN vont changer mon ADN? Et la réponse est non. Les vaccins ARN restent intégralement dans le cytosol. Ils ne peuvent pas être dirigés vers le noyau de la cellule. C'est extrêmement complexe. Et ils ont également une demi-vie ils ont une durée de vie limitée. Donc en fait, il y a un moment où ils arrêtent, ils sont abîmés et ils sont détruits parce qu'on appelle des RNAs, des destructeurs d'ARN contenus dans nos cellules naturelles qui sont exprimés. Voilà, donc summary, c'est des vaccins qui sont plus efficaces parce que du coup, on n'a plus besoin de ce développement en laboratoire puisque nous les humains, nous fabriquons ce qu'il faut. Ils sont donc coût et temps efficients. Par contre, ils ont des limites parce que l'ARN est super fragile, donc c'est un design assez compliqué d'ARN pour parvenir à une expression adéquate de protéines pour générer une réponse immunitaire nécessaire. Et dans le cas des vaccins ADN, le virus dans lequel ils sont contenus, on a dit que c'est un adénovirus. Lui, il est... notre corps s'habitue à l'exposition à ce virus. Et donc, en fait, finalement, à force d'exposition, si par exemple, on venait être vacciné 6 fois avec les vaccins ADN, donc c'est Johnson & Johnson et AstraZeneca, en fait, on s'habituerait et on aurait une réponse de moins en moins efficace. Voilà, je crois que ça sert à rien. En tout cas, ça sert pour l'instant, mais sur le long terme, ils sont voués. Il faut en fait, c'est surtout un investissement continu pour que le virus soit toujours reconnu par nous et que ça sert, mais ça va demander encore de la recherche chaque année, de l'adaptation du vaccin pour que ça continue à illiciter une réponse immunitaire intéressante. Alors que l'ARN, a priori, non. Non. Ils n'ont pas besoin d'être revus. Non, alors ils vont peut-être avoir besoin d'être revus plutôt par rapport aux variants de la protéine spike. Donc c'est ça qui va être... voilà. Mais bon, a priori, il y a des bons résultats d'efficacité pour l'instant sur les différents vaccins, notamment Pfizer. Voilà. Est-ce que tu as envie de te faire vacciner ? Alors moi, non. Donc là, tu viens de nous faire la pub des vaccins ARN ou ADN et toi, t'es pas pro ? Non, mais parce qu'en fait, moi, je suis très pro-vaccin. Pro-vaccin. J'adore, je trouve brillant la technologie des vaccins. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Cependant, là, ce qui me dérange, c'est plutôt la façon dont le vaccin a été amené et la pression sociale
claire et un peu terrifiante qu'on a tous d'être vaccinés et que voilà, et je vois venir le moment où si je suis pas vaccinée, je pourrais pas aller boire un verre avec des amis ou je pourrais pas voyager voilà. Donc c'est déjà quelque chose qui existe, hein, des restrictions sanitaires basées sur les vaccins qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est encore sur peu de pays et dans des pays où il y a vraiment des problèmes de santé très importants avec des endémies très problématiques, donc comme la fièvre, enfin je sais pas, il y a l'encéphalite japonaise ou ce genre de choses. Là, on est quand même sur un vaccin qui est relativement bénin à mes yeux. Un virus, pardon, ouais, je confonds toujours les deux. Un vaccin bénin, un virus bénin. Et ça m'embête un peu que ça prenne cette ampleur, parce qu'en plus, je pense qu'il y a des choses bien pires qui vont nous arriver dans la figure en termes de maladies infectieuses, et que si on commence comme ça, on n'est pas dans la merde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et elles vont venir d'où, les infections dangereuses ? Elles vont venir des tropiques. D'autres virus. Ou alors de la banquise qui font. Alors, il y a des histoires de virus qui sortent de la banquise, mais je sais pas. À la télé avec Philippe. Oui. Moi, c'est plutôt tout ce qui est arbovirose, enfin, ce qui est porté par les moustiques. Tout ce qui est chikungunya, dengue, fièvre jaune et tout. Ça va être stylé aussi. Parce que, a priori... Non, mais... moi, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de l'épidémiologie il y a 2 ans. Je me suis dit, il va y avoir plein d'infections et ça va être vraiment le centre de nos vies. Et donc, voilà. Il faut booster nos défenses au lieu de tuer. Ouais, et puis il y a plein d'autres axes de prévention que de vacciner les gens. Voilà, enfin, il faut vacciner, mais on peut pas faire que ça et on peut pas aussi réagir de la manière dont ça réagit avec autant de peur et de terreur, à mes yeux. Sachant que ce qui va arriver, c'est bien pire si on n'est pas prêt pour ça. Voilà, on n'est pas prêt pour... Ça va pour le discours apocalyptique. Merci, Amélie. Vas-y, approche-toi. Non, mais j'ai vu hier un documentaire, en fait, une partie documentaire sur les poules, vous savez, les œufs qui sont élevés, enfin les poules qui sont élevées soit en cage, soit bio, soit en plein air et tout, soit au sol. Et en fait, dans les élevages au sol ou en cage, qui sont les élevages les plus critiqués aujourd'hui, aujourd'hui il n'y en a presque plus en Europe, etc. Et vous savez ce qu'ils font ? Quand il y a une poule qui tombe malade, ils se posent même pas de questions, comme elles sont entassées les unes sur les autres. Ils les vaccinent toutes et ils les bourrent d'antibiotiques et de vaccins, etc. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'avec ce que tu dis sur ce qui se passe avec ce vaccin, c'est qu'on en est là. C'est-à-dire qu'on est dans une façon de vivre qui est complètement absurde, qui est effectivement pas la façon dans laquelle on est censé vivre bien. Et pour pallier au mal, on nous vaccine, quoi. Ah oui, c'est pas mal, oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, Et on baisse nos défenses immunitaires parce que ce qu'on va manger, ça va être bourré de toxines, de machin, de merde. Et finalement, c'est vrai que ça dérègle l'organisme humain. Ne serait-ce que il y a vraiment une logique qui est mauvaise, quoi. Ouais, c'est intéressant, ouais. Elle est complètement inversée. Juste une question parce que je sais plus. Ah oui, je prends le micro, mais je sais. D'accord. Je connais quelqu'un qui s'est fait vacciner, mais je sais plus lequel elle a fait et elle est pas bien, quoi. Enfin, j'ai même une amie, elle a fait, je sais plus lequel, elle avait déjà des antécédents de maladie et ça faisait 7 jours qu'elle était vraiment pas du tout en forme, pas très comme si elle avait le Covid, quoi. Ah oui, il y avait des effets. Alors, des effets secondaires. énorme, oui. Il vaut mieux faire le vaccin que pas le faire. Après, si c'est pas, a priori, il n'y a pas d'effet grave, mais alors c'est vrai qu'ils ont des effets grippaux. Et en fait, assez fort mais alors en fait, c'est assez naturel parce que les symptômes qu'on a quand on a une infection comme la grippe, c'est les symptômes d'une réponse immunitaire. Donc, on va avoir de la fièvre, etc. Ça veut dire qu'en fait, notre système immunitaire marche. Donc, en fait, ça peut être rassurant. Si ça dure 4 semaines, c'est pas génial. Parce que ça veut dire que tu as un problème de balance. Mais que sur les 7 jours après, sont un peu bousculés, c'est pas, ça me paraît pas aberrant. Voilà. Je vais aller prendre mon train. Ouais. Allez. Alors, je vais vous parler ce soir des raisons de douter du vaccin, entre guillemets, anti-Covid. Donc j'ai plusieurs sources, peut-être que vous les connaissez. Alexandre Pénas, le journaliste belge du site Kerios, le docteur Louis Fouché, qui s'en prend plein la figure en ce moment, qui est drôle et en même temps très pertinent, qui d'ailleurs a créé un site Réinformation Covid. Il a 2 sites parce que ouais, mais il y en a deux parce qu'ils sont à chaque fois ils sont virés d'internet, quoi. Il a créé une association et il y a toute une assemblée qui marche avec lui et de beaucoup de gens de beaucoup d'horizons.
Bah parce on peut rien dire contre le vaccin. La généticienne moléculaire Alexandra Henrion-Caude, excellente mais malheureusement pas très télégénique, donc à chaque fois qu'elle passe à la télé, elle se fait allumer. Le philosophe suisse Jean-Dominique Michel, le réalisateur Pierre Barnerias qui a réalisé le documentaire censuré Hold Up, je sais pas si vous l'avez vu, l'ingénieur Philippe Guillemant dont je parlerai à la toute fin. Bon, c'est quelques références. Alors moi, je vous dis, je suis pas scientifique, donc donc je suis blogueur de l'araignée du désert et puis décrypteur aussi symbolique de l'homosexualité, des médias et de l'Église catholique. Et actuellement, je réalise aussi un documentaire qui s'appelle Les Folles de Dieu. Jean-Yves Morvan, qui est ici présent, l'a filmé. Mais ce qui est drôle, c'est que curieusement, mes observations permises grâce à l'homosexualité et grâce à ma culture ciné et télé, et puis aussi grâce à ma foi, eh bien, elles se recoupent avec les constats scientifiques. Donc je me dis là, c'est que quelque part, il y a quelque chose de vrai si des milieux comme ça aussi différents se rencontrent. Alors, je m'oppose au soi-disant vaccin. À chaque fois que je vais dire vaccin, je vais le mettre entre guillemets, ou je vais dire le supposé ou le soi-disant, parce que ce n'est pas un vaccin, le vaccin anti-Covid, c'est une thérapie génique. Pour des raisons d'abord symboliques. Donc je vais vous livrer mon secret parce que c'est vrai que moi j'ai 3 boules de cristal. J'ai la boule de cristal Homo, la boule de cristal Bobo, mais plus en lien avec la franc-maçonnerie, et la boule de cristal Apocalypse, donc la foi. Voilà, donc et c'est ce que je vous dis, c'est que ça me permet, ces 3 boules de cristal, de voir de manière assez précise le présent et aussi l'avenir. Je vois. Donc le côté Homo... le côté homo, j'ai remarqué que ceux qui sont à fond dans la politique sécuritaire, hygiéniste, donc pro-vaccin, etc., par exemple Olivier Véran, ils sont aussi à fond, comme par hasard, vaccin. Et pardon, ils sont comme par hasard, à fond, loi pro-gay, voilà, donc là, Olivier Véran... On ne sait pas pourquoi. Il défend aussi la transition transsexuelle des jeunes. Il défend la loi de prohibition des thérapies de conversion de l'homosexualité. Il défend le mariage gay. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Et il y a plein de lois qui, pendant la crise sanitaire, plein de lois pro-gay sont passées. En Équateur, le mariage gay. Là, en Angleterre et puis en Allemagne, il y a la loi d'interdiction des thérapies de conversion qui est passée comme une lettre à la poste. Et la France, ça va être le cas. En France, là, il y a la PMA sans père qui passe pendant la crise. Donc personne ne voit rien. Mais il y a, on va dire, une synchronicité un peu suspecte entre homosexualité et Covid. Pour le côté bobo, je regarde les séries, donc moi je me base pas sur voilà ce qu'a pu dire Amélie sur des chiffres, des statistiques, mais en revanche j'écoute les séries. Et par exemple dans Scooby-Doo, Mystères associés qui est sorti en 2011, il y a Samy à un moment donné qui sort, il parle des habitants de Crystal Cove qui est la ville de Scooby-Doo, qui est la ville hantée, et il se plante, au lieu de dire les Crystal Coviens, il dit les Crystal Covid. Et moi j'entends ça et je me dis ok, non. Avant la crise du Covid, sa langue fourche et il dit mais les Crystal Covid pour dire les habitants. Il y a ça, il y a la série Manifeste sur TF1, série voilà nord-américaine qui a été tournée avant la crise, et tous les passagers d'un avion ont subi une thérapie génique et reviennent 5 ans après. Alors que tout le monde les croyait disparus, ils reviennent après, on découvre qu'ils ont tous subi une thérapie génique. C'est bizarre, hein, ça ressemble un petit peu à l'enfermement et au confinement, pas dans un avion mais chez nous, qu'on a vécu. Donc même si c'est des fictions, les fictions, elles disent au moins une intention et elles montrent une trajectoire et une vision de la vie et des plans, oui. Et donc je trouve que c'est assez marrant. Pareil pendant le confinement, je sais pas si vous avez regardé la télé parce qu'on avait que ça à faire pour certains. Et ben il y avait l'hôtel Transylvania. Et ben les propos de la gamine. De l'héroïne, il disait mais son père ne voulait pas qu'elle sorte du château et puis il fallait surtout pas qu'elle sorte. Elle était confinée dans le château hanté. Le monde extérieur était dangereux. Fallait surtout pas sortir parce que la fille du vampire pouvait rencontrer finalement des humains et être contaminée par les humains. Donc
les dialogues collaient parfaitement à ce qu'on vivait en live, quoi, alors que l'Hôtel Transylvania est sorti au cinéma bien avant. Côté Cato, j'ai été quand même sidéré de voir comment le vaccin a été transformé en Dieu, en Messie. Parce que je regarde beaucoup le journal télévisé de TF1, alors qu'on peut se dire non mais ne perds pas ton temps à regarder cette merde de désinformation. Moi j'ai regardé, et surtout pendant le premier confinement, le jour où il y a eu les premiers vaccinés, c'est tombé un dimanche. Pourquoi un dimanche ? Les expressions, c'était vraiment, mais très religieux. Je les ai notées parce que j'écoutais le commentateur qui, je pense, ne se rendait pas compte, et même dans les reportages, ils interviewaient. Alors, les vaccinés du premier jour. Hein, c'est pas une secte, ça. Ensuite, 2 patients ont ouvert la voie. Journal de TF1. Ce médecin est heureux d'être un symbole. Le vaccin sauvera des vies, hein, c'est le Messie. Les 12 premiers vaccinés de France. Les 12. Donc ils ont choisi 12. Pourquoi 12 ? Donc voilà, donc moi je vous dis côté homo, côté bobo, côté cato, déjà rien que ça, moi ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, ça pue la puce. Ça pue la puce. Voilà, et Alexandra Henrion-Caude avait relevé quelque chose que je n'avais pas relevé, c'est le coup du dimanche. Elle avait dit, mais non, pourquoi on démarre la vaccination un dimanche ? Pourquoi ? Bon. Et puis alors après, il y a des raisons plus de bon sens qui m'ont fait tiquer sur la gestion de la pandémie et sur le soi-disant vaccin. D'abord, la pandémie du Covid ressemble vraiment à un scénario de H1N1 abouti. Hein, donc ils ont essayé de nous faire peur en 2009 et ça n'avait pas marché. Ça a fonctionné l'année dernière en changeant le nom du virus, donc de l'ennemi invisible. Mais en gros, H1N1, ils ont essayé. Hein. Ensuite, la dramatisation des mots et du langage. Ça m'a mis la puce à l'oreille. On nous parle de guerre. On nous parle d'hécatombe, alors que, excusez-moi, le Covid-19 reste une pandémie certes grave, mortelle, mais il y a très peu de morts. Actuellement en France, on est à 3 cas Covid pour 100 000 habitants. Hein, c'est dérisoire. Il est difficile de... Donc, il est difficile de ne pas voir qu'on veut nous faire peur. On nous dit c'est une hécatombe. À la base, ça ne l'était pas, mais finalement, parce que l'année 2020 n'a pas été plus mortelle que les autres années. Au contraire, il y a eu un taux de mortalité très bas. On s'est juste retrouvé face à une crise des 85 ans et plus. Hein, parce que l'âge moyen de ceux qui sont morts du Covid, c'est 85-87 ans. Non mais, sans déconner. Les gens ne sont pas du tout en âge de mourir. Voilà. Bon, là, on en rigole, mais n'empêche que c'est quand même grotesque. On se retrouve avec la crise du Covid, en fait, tue les 80-87 ans. 85-87 ans. Ça, c'est des chiffres. Hein. Donc, les chiffres de la mortalité par Covid ont été gonflés. On compte parmi les décès les cas de comorbidité, donc pas des gens qui sont morts directement du Covid, mais d'une conjonction entre une maladie qu'ils avaient et puis le Covid qui a accéléré leur fin de vie. En revanche, la crise a fini par devenir une hécatombe parce que se rajoutent aux quelques morts du Covid les morts des effets collatéraux de la politique sanitaire et des confinements. Cancers qui n'ont pas été dépistés, leucémie, lymphome, diabète, septicémie, pneumonie, etc. Je ne parle pas des suicides, population abandonnée, sacrifiée et services de santé mentale saturés, dépression, y compris chez les jeunes. En amont, les fragiles ont été abandonnés, donc forcément après ils finissent en liste de Covid, mais c'était pas le Covid. Donc on n'est pas mort du Covid, mais de ses complications. Donc ça fait froid dans le dos, hein. Parce que quelque part, ceux qui ont dénoncé le Covid, en fait, ça leur a donné une excuse pour créer ce qu'ils dénoncent en l'attribuant ensuite au Covid. Ce qui m'a alerté aussi, je pense que vous c'est pareil, c'est le matraquage verbal sur le vaccin ou sur les masques. Hein. Donc matin, midi et soir, c'était vaccin, on nous le sert à toutes les sauces. Donc c'est sûr qu'avec un matraquage pareil sur l'autoroute...
Donc c'est de l'hypnose collective, hein. Je peux pas appeler ça autrement. Ce qui m'insupporte, c'est la psychosociale autour du masque et aussi de l'amende de 135 €, mais aussi le flicage entre citoyens que ça a généré, hein. Je pense qu'on a tous des exemples là de la voisine qui nous dit portez votre masque à la bibliothécaire, à la Je peux juste faire une parenthèse. Oui. Parce que je suis beaucoup sorti pendant la période du confinement. Tu sais, parce que j'ai fait beaucoup de photos. Voilà, j'ai rien respecté du tout. Et je me suis fait contrôler plus d'une fois. Et très sincèrement, j'ai trouvé les flics plutôt bienveillants, quoi. Oui. Et plutôt dans l'état d'esprit, non mais bon, on n'a pas que ça à faire, c'est pas notre métier de verbaliser pour un masque, quoi. Oui. Et moi j'ai été vraiment confronté à ça parce que j'ai fait des photos de nuit, j'ai fait le couvre-feu, donc le couvre-feu, autant te dire que là c'était pire parce qu'il y avait vraiment personne dans les rues. Et j'ai été contrôlé plus d'une fois par l'armée même, qui m'a même demandé de les prendre en photo. Donc c'était très drôle. Donc c'est pour ça que Oui, mais là, c'est que en fait, déjà, tu étais dans un contexte particulier, celui du confinement, où toi, tu étais extérieur et tu étais tout seul. Et voilà. Mais bon, tu tuais l'ennui, entre guillemets, de personnes qui se faisaient chier et voulaient pas se faire chier à verbaliser le seul Pékin qui traînait dans la rue. Là, on se retrouve maintenant dans un flicage où il y a plus de monde à gérer. Et c'est plus, voilà, c'est les citoyens de base qui là jouent les petits roquets, qui jouent les petits flics. Voilà. C'est eux qui jouent les flics alors qu'ils ne le sont pas. Toi, tu as été confronté à des vrais flics. Là, maintenant, on se retrouve avec des petits chefs. Chacun se sent la responsabilité de corriger l'autre. Et alors ça, merci l'ambiance. C'est une vraie citoyenneté, parce qu'on corrige l'autre, c'est une connerie. Et on corrigera jamais l'autre quand il agresse quelqu'un dans le métro. C'est ça, c'est qu'en plus, on ne priorise plus, on va... C'est pas de la vraie citoyenneté. Ouais. Que se fait tabasser à intervenir, c'est dans ça. Alors donc l'idolâtrie pro-masque tient de l'hystérie collective, hein, et puis elle s'habille, c'est ça qui est insupportable, de solidarité, d'héroïsme et du salut collectif, hein. Donc je sauve des vies parce que je reste enfermé chez moi et je porte un masque. C'est quoi ce sketch? Bon voilà, donc ça c'est vrai alors que en réalité c'est de la non-assistance à personnes fragiles, vulnérables bien souvent, et c'est de l'égoïsme, de l'enfermement. Donc qu'on fasse passer cet individualisme pour de l'héroïsme, là c'est quand même, enfin c'est écœurant, c'est fort de café. Et puis on nous fait croire une connerie que les masques sauvent des vies et doivent être portés par tous. Les masques en fait ne bloquent pas les particules virales. Il est prouvé que les masques dehors comme dedans ne servent à rien. D'ailleurs maintenant ils commencent à les enlever. Donc on a joué la comédie et il y en a qui continueront par sécurité pour montrer qu'ils sont des bons soldats, voilà, du système. Ils n'empêchent pas la propagation du virus. Le confinement pour tous, c'est la même chose. C'est complètement absurde et même ça a créé, ça a permis à des personnes de ne pas détecter des maladies et du coup d'empirer certaines situations. Et ça a créé, voilà, donc le confinement, c'est pas bon. Les tests PCR ne sont pas fiables, hein, puisque vu que les personnes même asymptomatiques, c'est inutile puisqu'il y a des personnes asymptomatiques, tu peux les tester tant que tu veux, tant qu'elles développent pas les signes de la maladie. Voilà, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Autre chose qui me choque, c'est le procès injuste fait contre l'hydroxychloroquine, mais aussi d'autres médicaments antiviraux comme l'ivermectine, la mantadine. Et donc c'est un procès pour le coup qui est fait contre ces médicaments. C'est un procès criminel parce que il y a toute une pharmacologie qui existait et qui est peu onéreuse et qui n'a pas été utilisée. Et aux États-Unis maintenant, on sait que parce qu'on n'a pas utilisé l'hydroxychloroquine, il y a 300 000 personnes qui sont mortes et on aurait pu éviter ces décès-là. Donc c'est vrai que on rigole et puis on fait passer le professeur Raoul pour le Che Guevara de seconde zone, alors que, excusez-moi, c'est une tronche en épidémiologie et c'est une référence mondiale, européenne, outre-Atlantique. Donc c'est une tronche et on le fait passer pour un rigolo, alors que... C'est la prise de pouvoir qu'on prend par rapport à ça. Oui. Tu vois, l'hydrochloroxyquine, ça existait, on le prescrivait, il n'y avait pas de souci, et puis tout d'un coup, on va interdire ça. Oui, mais de quel droit? Une histoire de brevet. L'hydroxychloroquine, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus tenu par les brevets, puisque tout le monde peut les fabriquer, puisqu'il y a des comment on appelle ça,
il y a royalties. Non, oui, enfin il y a les royalties, mais après il y a le médicament secondaire en fait qui arrive. Voilà, générique. Et là, pour le coup, tout le monde peut fabriquer, alors que le fait de passer par le vaccin et d'attendre le vaccin, du coup, il y a des brevets, et donc relance effectivement l'industrie pharmaceutique et tous ces... Mais on est bien d'accord avec ça, c'est bien sûr. C'est l'affaire du fric, au fond. Alors, je suis aussi également scandalisé par le mépris des médecins traitants, parce que eux, en fait, c'était la première ligne qui a été virée. On leur a dit non, vous, votre boulot, ne vous occupez plus des malades, c'est les hôpitaux qui s'en occupent, c'est les tests PCR, mais ce n'est plus vous. Et donc la première ligne de prévention et de traitement a été enlevée. Et ça revient chez tous les spécialistes qui critiquent le vaccin, c'est qu'en fait on a enlevé cette première ligne de prévention, ce qui fait qu'après on s'est retrouvé avec des cas graves qui n'ont pas été soignés parce que on n'a pas laissé les médecins traitants s'occuper, ausculter tout simplement leurs malades. Et donc du coup après ça a créé l'engorgement dans les hôpitaux. Ce qui me choque, c'est la persécution aussi médiatique injuste menée contre les vrais scientifiques et les intellectuels honnêtes, ceux qui ne tiennent pas le discours dominant du tous vaccinés. C'est le refus du débat, alors que la communauté scientifique repose par définition sur le débat, la consultation des expertises et sur l'échange des hypothèses-solutions. Et les scientifiques qui pensent différemment et luttent contre la peur sont ostracisés, méprisés, jamais invités sur les plateaux télé, traités de complotistes d'extrême droite. Le débat scientifique a été confisqué. Ça, c'est quand même assez flagrant et c'est très grave. C'est vraiment très grave parce qu'on fonctionne à l'émotion et on n'écoute plus ceux qui savent et cherchent. On les tue même. Hein. Il y a Brandy Vaughan aux États-Unis qui est une femme que j'ai entendue 40 ans pleine santé. Elle a été tuée, elle. Hein. Elle a été empoisonnée. Voilà. Je trouve le procès aussi d'anti-vaccination attenté aux infectiologues d'abject et de fallacieux. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, on jette le discrédit sur tel ou tel chercheur et on dit il est anti-vax. Anti-vaccin. Ce qui est faux, c'est faux parce que les opposants au Moderna, Pfizer et compagnie, ils sont à jour pour leur vaccination et ils ne sont pas contre les vaccins. Donc ça, c'est quand même un mensonge. Ils sont pas contre les vaccins. Ils sont contre la politique sanitaire anti-coronavirus, mais qui n'est pas un vaccin. Mais sinon, ils ne sont pas anti-vaccins. Donc qu'on les fasse passer pour anti-vax, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ouais. Et puis alors il y a Karl Parika, un scientifique belge, qui dit « Je suis vacciné de tout sauf contre le Covid ». Je trouve ça génial parce que c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas à être contre le vaccin. Il y a des vaccins qui, voilà, pour les populations fragiles, sont utiles, quoi. Donc il n'y a pas à être anti-vaccin et anti-technologie face à des populations qui en ont besoin, mais c'est 20% de la population. Il faut laisser l'immunité naturelle pour ceux qui n'ont pas besoin d'être vaccinés et qui doivent vivre avec le vaccin et qui vivront très bien avec le vaccin. Et là, le Covid... Avec le virus, pardon. Décidément. En revanche, il y a au moins une chose qui est vraie dans ce que disent les masses médias à l'encontre de ces savants et virologues, c'est qu'ils sont bien complotistes. Ben oui, ils sont bien complotistes. Parce que, oui, les intellectuels et chercheurs covidosceptiques, comme on les appelle, croient qu'il y a des maîtres de la finance et des big pharma qui œuvrent et complotent derrière notre dos, veulent le mal de l'humanité et souhaitent éradiquer cette dernière. Ils dénoncent aussi la folie de l'emballement qui entoure cette pseudo-vaccination massive. Ils pointent du doigt déjà les premiers risques du vaccin, stérilité, et ça c'est le risque majeur, parce que ils commencent à voir que Pfizer, Moderna, tout ça, ça touche les testicules. Donc ouais, c'est dommage parce que alors donc c'est pour ça que derrière le vaccin il y a une tentative déjà de stérilisation, surtout des hommes. Pas tant des femmes, mais surtout des hommes. Ensuite, risque majeur 2, placenta. Donc là, c'est non seulement il y a une tentative masquée derrière la vaccination de stériliser les hommes, mais en plus d'avortement ou d'infanticide. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent des avortements spontanés qui sont en fait des fausses couches. On constate qu'il y a donc des avortements spontanés. Donc ça, c'est les deux choses que Alexandra Orion-Caude a pointées. Qu'est-ce qu'elle est, cette dame ? Elle est épidémiologiste.
Et elle travaille depuis 15 ans sur l'ARN messager. Donc ceux qui la font passer pour une anti-ARN messager comprennent pas que elle, c'est sa passion. Et que justement, c'est parce qu'elle connaît bien l'ARN messager qu'elle s'oppose à ces thérapies géniques. Ensuite, il y a des problèmes de myocardite chez les jeunes, mais tout ça, il y a par exemple des pompiers qui témoignent, qui disent, mais voilà, il y a un tel qui est mort, attaque cardiaque, etc. Il y a des attaques cardiaques, mais on n'a pas le droit de le dire. Et c'est terrible parce que c'est pas direct, c'est indirect, mais il y a des problèmes du cœur, thrombose, bon ça a été vu surtout avec l'AstraZeneca, saignement, diabète, sclérose en plaques, polyarthrite rhumatoïde, schizophrénie et autres troubles neurologiques, avortement spontané, j'en ai parlé, réactivation de cancer, etc. Donc certains experts pensent que c'est la protéine Spike dont parlait Amélie qui est à l'origine de tous ces effets secondaires. En gros, derrière le vaccin, comme je vous disais, il y a une tentative donc de stérilisation des hommes et d'infanticide. On nous dit c'est un vaccin. Non, c'est une thérapie génique. Alexandra Orion-Caude explique pourquoi le vaccin ARN messager est une campagne de reprogrammation génétique. Je la cite. Ce n'est ni un vaccin, ni une thérapie génétique. C'est une injection de code génétique sur des gens sains qu'on veut reprogrammer. Moderna appelle ça le software of life. On rappelle d'ailleurs qu'en novembre 2017, le médecin-chef de Moderna, le docteur Tal Zalk, avait dit « Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que nous sommes en train de pirater le logiciel de la vie ». Je ferme les guillemets. Pensons au vaccin à ADN de l'Institut Pasteur. La généticienne, encore une fois, Alexandra Orion-Caude, conclut que l'ARN peut devenir ADN. Elle l'a dit textuellement. Donc là, je rentre un peu en opposition avec ce que vous a dit Amélie. Et d'autres scientifiques, comme le docteur Lee Merritt aux États-Unis, soupçonnent que les vaccins ARN messagers soient des armes biologiques qui se retourneront contre les vaccinés. Car ce n'est pas le vaccin qui fera mourir, mais la réponse immunitaire programmée qui l'aura induite. Donc l'expression injecter l'ADN est aussi parfois utilisée par des grandes entreprises. Et le vaccin contre le Covid-19 contient bien un ARN messager, c'est-à-dire un petit morceau d'ADN du virus. Voilà. Donc on nous jure que le vaccin ne modifiera pas l'ADN, on nous parle de la soi-disant incapacité de l'ARN messager à s'intégrer dans le génome, rien n'est moins sûr. Alexandra Orion-Caude dit bien que dans le cas des injections anti-Covid, il ne s'agit pas d'un vaccin, c'est, je la cite, une injection de code synthétique de virus. Et donc suite à l'inoculation de ces produits, on découvre dans le sang des pseudo-vaccinés la protéine Spike, qui ne peut être neutralisée par aucun anticorps. Ça, c'est elle qui le dit. Un vaccin, ce qu'on appelle un vaccin, c'est l'inoculation d'un virus atténué ou recombiné. Ça, Amélie vous en a parlé. Alors qu'avec Moderna, Pfizer et compagnie, on introduit un message avec un code génétique en 4 lettres, jamais vu dans le monde scientifique. Il a été synthétisé avec des lettres que le vivant ne connaît pas, à savoir des Y. Donc en fait, il y a 4 lettres, c'est AUGN, je crois, ou quelque chose comme ça. Et là, Alexandra Orion-Caude dit qu'ils ont transformé le code donc le code génétique de l'ARN. Voilà, donc on a bien infiltré une information génétique dans le corps des vaccinés. Donc dans cette histoire, bon aussi, il y a des aberrations qui devraient unanimement nous sauter aux yeux, mais qui visiblement ne sont identifiées que par une minorité, parce qu'on est quand même minoritaire là ce soir, et il y en a beaucoup qui se sont fait vacciner. Donc on nous dit les vaccins anti-Covid ne font qu'un petit nombre de victimes. Non, il y a un décès toutes les 30 000 injections, une hospitalisation toutes les 15 000 injections et un cas grave toutes les 4 800 injections. En revanche, on constate que la vaccination massive dans certains pays, Afrique du Sud, Brésil, coïncide avec l'apparition des variants et donc ils sont peut-être à l'origine des variants. Donc voilà, donc les virus, c'est un peu comme les poils qu'on rase, vous savez, au lieu de les arracher à la racine, ils repoussent encore plus nombreux et plus drus. Non mais c'est vrai. Il y a quelque chose de ça, hein. Voilà. Alors, les vaccins ont fait leurs preuves. Il y a aussi des essais cliniques, nous dit-on. C'est faux. La fin des essais cliniques est programmée mondialement à la fin 2022, début 2023. Donc, en gros, tous les vaccinés sont encore des cobayes. Ce qui me frappe, c'est aussi le manque d'arguments de ceux qui se font vacciner. Donc, c'est toujours pareil. C'est matérialisme, altruisme exacerbé, je me vaccine pour les autres, la peur et puis le ras-le-bol. Il y a des trucs aussi qui clochent dans l'histoire, les créateurs des vaccins qui ne se font pas vacciner eux-mêmes. Ça c'est comme Steve Jobs qui met pas ses enfants. Voilà, c'est ça. La composition exacte de ce vaccin est tenue secrète
et ignoré de tous ceux qui l'acceptent. Donc on vous fout un truc dans le corps, vous savez même pas ce que c'est, et vous acceptez ça. Et puis en plus, alors pour tout scientifique, moi j'ai interrogé tout scientifique un peu honnête, ils me disent on n'élabore pas en 1 an et demi, on sort pas du chapeau un vaccin. Hein, on a au moins minimum 8 ans, donc qu'est-ce qu'il y a dans ce truc? Ils te mettent de l'AstraZeneca dans une boîte de Pfizer. Voilà. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je sais pas si c'est vrai qu'ils allaient envoyer tous les AstraZeneca dans les pays sous-développés. Oui. Tu as vu comment on est généreux, hein? Mais c'est beau, la solidarité, c'est magnifique. Après, Amélie attendait d'expliquer, c'était si raccourci que ça, c'est dommage que C'est dommage, oui. J'ai pas pu. Bon, bref, mais comme ça, peut-être ça lancera un débat et Emre écoutera. Alors aussi, il y a une règle scientifique, c'est on ne vaccine pas pendant une pandémie. Pendant une épidémie. On vaccine avant ou alors après. Qu'est-ce qu'on a fait là? On vaccine pendant la pandémie. Et donc voilà. Donc là déjà, ça viole une règle scientifique de base. Il y a autre chose aussi. Les bactéries et certains virus sont nos amis. Ça, c'est ce que dit Marie-Claude. Et il nous permet de renforcer notre système immunitaire. Donc le vaccin, en voulant les éradiquer, ne fait que nous fragiliser. Alors le pseudo-vaccin risque aussi de rendre encore plus malades les personnes qui l'ont accepté. Les anticorps qu'il crée, loin de neutraliser le virus, le facilitent. Et d'autre part, le SARS-CoV-2, puisqu'on parle de ça, a pour spécialité la recombinaison et les mutations. Donc il a, là, on est en train de régler une phase du vaccin, du virus, pardon. Donc c'est très con de vacciner. Voilà, en fait c'est un truc sans fin. C'est une vaccination sans fin dans laquelle on a lancé les gens. Voilà, c'est la machine à sous, chouk chouk musique. Vaccination massive aussi, notamment des enfants, est une aberration, puisqu'ils sont très peu vecteurs de la maladie et très peu touchés aussi. Oui, ils disaient les enfants, ils sont pas du tout... Voilà. Et maintenant, ils veulent les vacciner. Non, voilà. Moi, ça me fait hurler. Et alors, dernière chose, on nous fait croire que les vaccins vont éradiquer le coronavirus pour de bon. C'est faux, le corona est là pour rester. Actuellement, la fonte des icebergs, j'ai entendu ça au JT de TF1, de l'Arctique est en train de libérer des gaz à effet de serre, ainsi que de nombreux virus qu'on ne connaît pas et qui étaient jusque-là prisonniers des glaces. On nous fait croire aussi que le coronavirus est nouveau et a surgi de nulle part. Non, les coronavirus existent déjà depuis longtemps, on en a la connaissance depuis 30 ans. Voilà, alors je vais passer à la conclusion. Il faut aussi être aveugle pour ne pas voir que les vaccins sont un juteux business et ne sont pas pure gratuité, même on peut se faire vacciner gratuitement, et pur altruisme solidaire. Il y a un choix politique derrière, on le voit avec le pass sanitaire, avec l'identité numérique aussi, et je vais vous parler, pour finir, de l'identité numérique, parce que là, on a le nez dans le guidon, on pense vaccin, on pense prévention, et puis on a commencé à gueuler sur les masques et le confinement, après sur les mesures sanitaires, le couvre-feu, etc. Maintenant, on parle des vaccins. Bon, on peut suivre l'effet domino, mais je pense qu'il faut regarder à plus longue échéance et quel est le but ultime, parce qu'il y en a un, et je pense que c'est l'identité numérique. Alors voilà, donc il y a le lobby des vaccins, il existe. Il y a le lobby des PCR. Le PCR, ça coûte 50 €. Le test sérologique, c'est 5 à 10 €. Bon, il y a de la thune à se faire. Il y a le marché des masques. Rien qu'au Nevada, pour la première crise, il y a eu 35 milliards de dollars dépensés pour les masques. Pas du coup des déchets que ça représente. Ouais, aussi. La crise sanitaire instaure le marché, et c'est ça qu'il faut qu'on voit, des données. Donc le big data est un outil statistique, mais pas un outil médical, c'est ça le souci. Mais on en fait maintenant un outil médical. Et avec la 5G. Donc il y a le marché des codes barres et des données biométriques. Donc là, je vais vous parler de ça. Donc l'enjeu caché de la psychose autour du Covid, ainsi que de la vaccination, c'est l'identification numérique mondiale. Je vais reprendre les mots de Philippe Guillemant, ingénieur physicien travaillant dans l'intelligence artificielle. Écoutez-le, il est super simple, il n'est pas du tout complotiste, et en même temps, il a bossé pour l'intelligence artificielle, donc ce qu'il dit, voilà, c'est du concret. Il dit: ceux qui sont pour l'obligation du port du masque sous-estiment grandement le fait que le masquage est un prélude à la vaccination, qui elle-même est un prélude à l'identification numérique, puis au traçage humain qui s'ensuivra naturellement, avant de nous conduire en très peu de temps à l'ère transhumaniste, introduite par l'analyse en temps réel de tous nos gestes, actes, déplacements et rencontres par des programmes qui sont ma spécialité. Or, cette perspective est à mes yeux bien plus grave que n'importe quelle bombe atomique ou guerre mondiale. Je ferme les guillemets. Donc, le traçage numérique permis par les objets connectés, dit
hardware, hein, donc c'est le marché hardware, si vous pouvez retenir, des marchés, constitue un marché 100 fois plus important que le marché des vaccins. Donc on peut gueuler là, mais là, ils sont en train, là, pour l'instant, ils sont en train de nous occuper, hein. Faut pas se leurrer, hein. Ils sont en train déjà de numériser la vie réelle, même si c'est impossible. Voilà. Les relations sont virtualisées, l'argent c'est virtualisé, on n'utilise quasiment plus de monnaie. Voilà. Donc là, et ils sont en train d'organiser aussi, du coup, les objets connectés qui vont nous identifier et nous permettre de travailler, de manger, etc. Donc de plus en plus, on va obliger l'être humain à avoir un identifiant pour ensuite qu'il puisse conduire, voyager, rentrer n'importe où, en toute sécurité. Avant, pour prouver que vous êtes bien vous, on croyait sur parole vos propres parents, ou même la marchande du bureau de tabac qui vous connaît depuis que vous êtes petit et qui vous a vu grandir. Hein, on le connaît, hein, le petit Jean-Yves là. Hein, c'est lui, on le connaît. Là maintenant... On me connaît ça. Maintenant, on ne croira plus votre entourage. Mais pas du tout. Même si c'est votre mère, on s'en fout. Maintenant, c'est reconnaissance par les données biométriques, les liens sociaux, même de sang, ne suffiront pas à prouver que vous êtes vous-même. Donc, il y a les données biométriques, il y a des banques d'iris. Quand vous voyagez, même maintenant à l'aéroport, vous faites votre passeport, c'est les données biométriques. Et puis, en Chine, qui est un pays effrayant, c'est un totalitarisme. J'ai vu sur Arte, il y a une émission qui est passée qui était très intéressante, il y a une caméra pour 2 habitants en Chine. Hein, et le QR code qui nous apparaît rigolo parce qu'on va prendre un café et puis on va voir la liste des consommations qu'on nous propose. Là maintenant c'est pour rentrer chez soi et en Chine c'est pour savoir le nombre de personnes qu'il y a dans la baraque, ta consommation, etc., d'électricité et tout. Donc le QR code qui d'ailleurs ressemble un peu à la marque de la bête parce qu'il y a 3 carrés. Donc ça peut être les 666. Voilà, c'est un prélude, si vous voulez, à cette identification par scanner de nous-mêmes et par reconnaissance faciale. Alors, on ne croira votre identité qu'à partir de vos données biométriques ou bien d'un objet, c'est ça dont parle Philippe Guillemant, que vous devrez toujours porter sur vous-même. Donc peut-être un bracelet ou alors une puce RFID subcutanée, hein, comme ça on risque pas de vous la voler, ou bien un code barre ou bien une couronne. Ouais, donc des choses qui sont qu'on ne pourra pas vous voler, mais il faudra que vous ayez, parce que pour l'instant, ce que dit Philippe Guillemant, c'est que le traçage n'est pas parfait, parce que votre téléphone portable, il dit ce n'est pas un traçage. On pense que et c'est vrai, c'est déjà porté la puce, mais le vrai traçage c'est pas ça, parce que le portable, tout le monde n'en a pas, on te force pas à le porter. Donc tu peux pas être tracé tout le temps. Et puis le traçage GPS, il y a encore 1 à 10 mètres, il est imparfait au niveau temporel et au niveau spatial. Donc on peut savoir où tu es, mais pas de manière aussi précise. Alors que maintenant, ce qui va arriver avec la 5G, avec le Li-Fi qui est, on va dire, la version améliorée du Wi-Fi. Le Li-Fi, c'est des fils, c'est ce qu'on appelle la fibre. Et ça, dans Vivatech, en ce moment, c'est le Vivatech moi j'y suis allé une fois et j'ai vraiment puisé plein de choses et le Li-Fi c'est vraiment là pour le coup c'est comme si on était momifié si vous voulez. Donc parce que le Wi-Fi il faut que nous on aille vers la machine et puis qu'on soit connecté, qu'on veuille être connecté. Le Li-Fi lui va sentir, c'est lui qui va venir vers nous et qui va sentir comme si on était des êtres un petit peu des momies quoi, comme un scanner, voilà, comme un scanner. Et il va sentir quand on fait l'amour, quand on mange, quand on dort. Oui, c'est de l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qu'il explique, c'est que c'est en fait c'est des capteurs qui algorithmiques qui vont savoir tes comportements, tous tes comportements. Voilà, donc là on atteint un point. Lui dit. Le plus grave, c'est l'identité numérique. On a encore le temps de résister, mais les gens ne se rendent pas compte du danger. Mais une fois que notre identification ne sera plus soumise à notre personne, mais à notre identifiant dans un cloud, et là, ce sera trop tard, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc là, on est encore dans une phase un peu décisive, on est encore libre, mais ça va être de plus en plus difficile. On le voit déjà avec le pass sanitaire, parce que... On en est où là sur le pass sanitaire, parce que j'ai... Là, il a été approuvé par l'Assemblée nationale et puis après par le Sénat. Donc maintenant,
c'est pour des rassemblements de plus de tant de personnes. Donc, et puis après, alors, j'ai vu qu'en Chine, c'était pas si simple. Hein. À mettre en place, ça crée une fracture sociale qui est quand même... Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse. Ça viole un petit peu, ça viole même carrément le secret médical. Mais le temps, en fait, qu'ils ajustent le code personnel avec le consentement de la personne et puis la confidentialité, pour l'instant, on gueule pour ces affaires-là, mais ils vont trouver un moyen de faire que, comme l'annonce d'ailleurs le livre de l'Apocalypse, on porte la marque de la bête soit sur la main droite, soit sur le front, et qu'avec celle-ci, on ne puisse rien acheter ou rien vendre. Mais c'est ce que moi je vois déjà, c'est des slogans qu'on entend. Bon, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais c'est ce qu'on entend ouvertement par des firmes qui disent mais ne vendez plus rien, ne vous embarrassez plus de l'argent liquide, et puis qui par exemple en ayant leur compte sur Amazon, ça existe par exemple en Angleterre, des gens qui vont faire leurs courses, ils rentrent, il n'y a plus de caissière, il n'y a plus rien, ils vont faire leurs courses et puis tout est débité avec leur code et leur identifiant numérique de cloud d'Amazon. Donc ils n'achètent rien, ils ne vendent rien. Donc ils ont autorisé les bitcoins. Voilà. C'était interdit il y a encore. Voilà. Il y a encore 3-4 ans. Voilà. Et puis alors, donc il y a la crypto-monnaie, donc qui au départ faisait des débuts gentillets et on n'avait pas trop confiance. Maintenant, ça monte. Et puis il y a même Cyril Hanouna, il y a des grands présentateurs télé qui maintenant investissent sur la crypto-monnaie parce qu'ils sentent bien que notre argent en banque, c'est la planche à billets, mais c'est des billets de Monopoly maintenant. Et puis, alors il y a aussi ce qui s'appelle la blockchain qui concatène, qui prend des photos pour certifier la traçabilité des aliments, et même maintenant ça va être la traçabilité des humains. C'est-à-dire que maintenant on va tracer, par exemple pour prouver l'authenticité de quelque chose, on va le prendre avec une photo datée, et puis on va suivre cet objet, par exemple l'extraction des diamants. Le diamant, c'est une des premières choses qui a été mise sur la blockchain, qui est une chaîne inviolable. On prouve que tel diamant a été pris en photo, mais ça marche aussi quand, par exemple, vous allez avoir une effraction de votre bagnole, vous allez prendre une photo qui certifie, vous aurez même plus besoin de faire attester ça par une assurance, vous allez prendre cette photo-là et elle va être mise sur la blockchain. Et comme ça, avec votre nom, date et signé, et on prouve que c'est vous. Donc, quelque part, le numérique, c'est terrible parce que ça donne une certaine confiance puisque c'est inviolable, ça crée la preuve. Et la blockchain crée la preuve. Donc, et du coup, ça fait disparaître la confiance. Et en même temps, ça donne une certaine confiance, c'est celle de la sécurité et de l'authenticité, mais plus la confiance de l'amour. Voilà ce que je voulais vous raconter. Donc c'est assez terrible et le scénario est devant nous. Donc le vaccin, on sait très bien que derrière, la clé et l'enjeu, c'est l'identité numérique et on le voit avec le pass sanitaire.